Oui. Le diagnostic d'islamophobie sur les manifestations du 11 janvier ne fait pas de doute. J'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de journalistes à Paris qui me disaient « Mais comment ? Aucun rapport avec l'islam, il y a un bon islam, etc. » Pour moi, les choses sont extrêmement simples. L'un des thèmes centraux de ces manifestations, c'était l'identification à Charlie, qui était un journaliste islamophobe. Et ce dont il était question sur toutes les télévisions, c'était, je veux dire, le droit et le devoir de caricaturer le prophète Mahomet, personnage central de la religion, d'une minorité plutôt située vers le bas ou la périphérie de la structure sociale française. Donc, je le dis parce que j'ai vraiment eu de... Je finissais par douter de... Vraiment, à Paris, les journalistes, enfin, c'était vraiment dur. Donc ça, cette chose est acquise. Et donc, je pense que pour moi, le diagnostic de ce que la France est dans une phase de crise islamophobe ne fait aucun doute. Alors, il faut bien savoir ce que c'est qu'une phobie. Si vous voulez, une phobie, donc une société islamophobe va dire qu'il se pose des tas de problèmes dans la partie musulmane de la population française. Il y a des arguments pour ça. Je ne suis pas aveugle au fait que les frères Kouachi ou Mera étaient des gosses d'origine musulmane. La question n'est pas là. Mais il y a une question de base. Dans une phobie, pour moi, dans une phobie, judéophobie, islamophobie, le mot phobie évoque deux choses. C'était d'abord l'essentialisation d'une catégorie. Il y a les juifs ou il y a les musulmans. Ils sont tous la même chose dans chacun. Les juifs sont tous la même chose. Je parle des années 30 là plutôt. Où les musulmans sont tous la même chose. Donc on met tout le monde dans le même sac. Il y a cet élément d'essentialisation. Et puis il y a la surestimation quantitative du problème. Je veux dire, là, écoutez les gens, on croirait qu'il y a 20 ou 30% de musulmans en France. C'est 4 à 5% dans la population. Et sur la périphérie. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué une phobie et travaillé sur une phobie, maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est la phobie des araignées, l'arachnophobie. Si vous travaillez sur l'arachnophobie, vous ne travaillez pas sur les araignées, qui ne sont pas le problème. Vous travaillez sur les gens qui ont peur. Et donc, dans ce cas-là, vous déplacez le projecteur et travaillez sur l'islamophobie. Ça ne va pas être... J'ai un chapitre à la fin sur les musulmans de France, je travaille sérieusement, mais c'est déplacer le projecteur de l'objet sur lequel est fixée la peur sur les gens qui éprouvent cette peur. Je prends les choses au sérieux. Il y a eu 3 à 4 millions de personnes dans les rues qui appartenaient plutôt aux classes moyennes, qui laissaient de côté les milieux populaires, plutôt les personnes d'origine musulmane, dans certaines grandes villes de province, et plutôt et 2 fois plus en moyenne dans les régions où la pratique religieuse catholique était restée très importante je dirais, aux années 60. Et donc, pour moi, le sujet, c'est pour ça que ça s'appelle sociologie d'une crise religieuse, mais la crise religieuse, c'est la crise religieuse française dans la partie centrale et dominante de la société française. Et donc, c'est pour ça que le livre commence de façon assez inattendue, je pense, par une analyse des 2 France, de la persistance de la pratique religieuse catholique jusqu'au début des années 60 dans un tiers des provinces périphériques, donc l'ensemble de l'Ouest, je veux dire les Pyrénées-Atlantiques, le sud et l'est du Massif central, la région Rhône-Alpes, et je pars du système religieux français des années 60. Donc vous avez 2 tiers d'une France complètement déchristianisée, très grand bassin parisien, allant de Laon à Bordeaux, la façade méditerranéenne, des régions qui ont été déchristianisées, qui sont déchristianisées depuis avant la Révolution française. Depuis les années 1730-1740, on a des études historiques sur l'effondrement du recrutement en prêtres dans ces régions. Et donc, j'essaie d'expliquer comment le système religieux ou le système républicain, d'ailleurs, c'était un tiers de provinces catholiques, tolérées d'ailleurs, en fait, où l'Église était maître chez elle. On sait très bien dans l'Ouest, on est dans des régions, c'est encore plus vrai de l'Ouest intérieur, mais le contrôle de l'Église sur les écoles était assez extensif, pour parler, je veux dire, de façon minimaliste. Et puis, le cœur du système était incroyant, mais c'était une architecture générale. C'est-à-dire que les incroyants du cœur du système national
comme je dis dans le bouquin, n'avait pas été complètement abandonné par l'Église, dans la mesure où il pouvait toujours être contre. Donc, être sceptique religieux, être anticlérical, c'était ne plus croire en Dieu, ne plus avoir une foi sécurisante, mais de pouvoir vivre avec le sentiment d'une émancipation et en résistance contre les, entre guillemets, arriérés qui étaient toujours contrôlés par l'Église. C'est une sorte de dialectique. Et ce qui s'est passé, je crois, à notre insu depuis les années 60, c'est avec l'effondrement de la pratique religieuse dans les bastions catholiques, c'est une mise en désordre de l'ensemble du système et un état, pour la première fois de l'histoire de France, un état de vide religieux quasi absolu, statistiquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des croyants qui existent encore dans certains secteurs, mais la France a atteint, donc ça a évidemment créé une déstabilisation dans les régions qui venaient d'abandonner le catholicisme, avec d'ailleurs des phénomènes de dynamisme éducatif associés, qu'on avait étudié avec Le Braz dans notre dernier bouquin, Le Mystère français, mais ça a aussi déstabilisé le cœur du système national qui finalement avait besoin de l'Église pour trouver son sens de l'existence. Et pour moi, c'est dans ce contexte d'effondrement du sentiment religieux que le besoin d'un bouc émissaire religieux s'est fait sentir et privé, je dirais, des secours de l'Église catholique en tant que bouc émissaire, la société française, d'instinct, comme beaucoup d'autres sociétés autour d'elle d'ailleurs, s'est tournée vers l'islam, qui est devenu un pôle de fixation de la nouvelle laïcité ou de cette nouvelle revendication laïque ou laïciste. Et c'est comme ça que j'analyse fondamentalement la phobie. Alors ce que je dis dans le livre de façon c'est très important, c'est qu'il faut prendre la religion au sérieux. Cette phrase d'ailleurs m'a valu l'un des articles favorables dont je suis le plus fier. Il n'y en a pas eu tellement d'ailleurs, je peux pas, je peux pas faire la fine bouche en général, mais celui-là était vraiment bien. J'ai eu un papier vraiment favorable de l'évêque d'Angoulême sur mon bouquin, paru dans Le Monde, que Le Monde a été forcé de publier après. Donc vraiment, voilà. Mais là, comment dire, de plus en plus dans les débats sur ce livre, je suis conscient du fait qu'il faut faire comprendre aux gens à quel point c'est important. Et donc, ça c'est mes recherches. Donc, dans l'invention de l'Europe, j'ai été amené à travailler sur la déchristianisation de l'ensemble du continent européen. Et c'est qu'on n'a pas d'exemple qu'un effondrement religieux ne produise pas des perturbations idéologiques et politiques violentes. C'est-à-dire que vous prenez le nord de la France, le bassin parisien en 1730-1740, effondrement de la pratique religieuse et de la foi. Vous avez, 50 ans après, la Révolution française. Donc le catholicisme de l'époque vous dit liberté, égalité des croyants devant le salut, tout le monde égal grâce au baptême, et tout le monde libre de faire son salut par les œuvres s'il le veut. Et puis c'est remplacé par liberté, égalité tout de suite dans la cité terrestre, civile. C'est la Révolution française. Vous prenez l'Allemagne, où le protestantisme avait très bien résisté à ces crises, vous allez observer un effondrement du protestantisme entre 1880 et 1930. Et plof, vous avez le nazisme. Donc c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Et donc quand on est dans un monde actuellement qui vit ou qui est au lendemain ou qui est dans la gestion de la dernière phase de la déchristianisation et qui est à un niveau de conscience zéro de l'importance du processus. C'est ça qui est frappant. Beaucoup des choses que je dis s'appliqueraient à l'ensemble du monde. Et énormément des choses qu'on vit comme des phénomènes sociaux, politiques, rationnels, sont pour moi, me semble de plus en plus, les effets de cette crise religieuse. Donc là, je parlais de la fixation sur l'islam, de recherche de bouc émissaire, mais je veux dire, l'une des choses quand on fait de l'histoire religieuse, c'est que dans les phases de crise religieuse, il y a deux obsessions humaines qui sortent à intervalles réguliers, la sexualité et l'argent. Et si on ne vit pas dans un monde qui est obsédé de sexualité et d'argent, je ne sais pas dans quel monde on vit. Par exemple, moi, au stade actuel, j'en serais à considérer que des choses qu'on perçoit comme résultant de logique économique, le libéralisme frénétique, revendiqué, etc., ou la construction monétaire de l'euro,
sont des phénomènes de conversion religieuse. C'est des choses auxquelles les gens croient, d'ailleurs, d'une façon tout à fait particulière. C'est des actes de foi. Donc voilà, c'est le début du livre. Je reconnais que, enfin, je considère que c'est un noble effort de la part de quelqu'un qui est absolument incroyant, hein, qui n'a aucune illusion. Je parle de la religion avec tolérance et une certaine forme de tendresse, mais je ne suis absolument pas croyant et je ne suis pas du tout dans une revendication de la nécessité de la croyance. Le concept de catholicisme zombie est apparu dans un livre qu'on est venu défendre ici aussi avec le Braz, Le Mystère français, qui n'est pas du tout idéologique et qui ne pouvait pas l'être parce que idéologiquement, avec Hervé, on est d'accord sur rien. Hein, vraiment. Il n'est pas d'accord avec ce bouquin. Ben, on n'en a pas parlé, mais je préfère pas. Mais pour une part, ce livre est une partie de... Quand on avait travaillé avec Hervé, on s'entend très bien avec Hervé en termes de travail, hein, on est très efficace. Mais lui, c'est la gauche caviar, l'européisme. Moi, à côté de lui, je suis le rebelle destroy. Vous voyez, et à la fin, j'avais tiré tout à fait. Et donc, on avait élaboré ce concept de maintenant, je m'en suis aperçu tout à l'heure en discutant dans un entretien, maintenant, le concept de catholicisme zombie a une connotation négative et les gens croient que j'en veux au catholicisme. Hein, c'est ça qui sort, c'est ça que les gens pensent. C'était peut-être parce que c'était un peu ironique, parce que ce qui sortait dans le bouquin, c'est que toutes les régions de catholicisme zombie allaient mieux que les autres, montraient un dynamisme spécifique, et peut-être j'avais peur à l'époque qu'on nous accuse de dire trop de bien de ces provinces périphériques. Vous voyez, donc peut-être. Alors maintenant, c'était un concept, malgré son apparence, scientifique au départ. Mais il faut bien voir que des catholiques zombies ne sont pas des catholiques. Ce sont des gens qui ont perdu leur pratique, leur foi, qui ne croient plus. Ce sont des populations laïcisées, sécularisées, qui ne sont pas dans un rapport conscient conflictuel avec l'Église, sans doute, comme l'étaient les générations déchristianisées au milieu du XVIIIe siècle, mais qui sont, c'est vraiment autre chose. En fait, il faut bien voir, je n'ai pas d'a priori dans le livre. Le cœur du livre est vraiment une analyse statistique empirique. C'est-à-dire, j'ai pris la carte de Libération du lendemain de la manif, qui montrait des nombres de manifestants. Tout ça avait dû être ramassé par les renseignements généraux de façon imprécise. Et ce qui était étonnant, c'était de voir des régularités apparaître sur cette carte. C'est-à-dire, et ce qui sortait... À Brest. À Brest, oui. Oui. Bon, voilà. Hein, bon, voilà. Mais quand même, oui. Voilà. Donc, dans les pays... Et il y avait une sorte de surmobilisation dans les régions fraîchement émancipées du catholicisme. C'est une constatation empirique. Et maintenant, la signification des choses, alors évidemment, ça donne l'image, a priori, d'une sorte de fantôme de religion, donc de fantôme de religion combattant un autre fantôme de religion, parce que les catholiques zombies ne sont pas plus pratiquants que les musulmans ne sont pratiquants. C'était la même chose pour Maastricht. Hein. La structure socio-culturelle de Charlie, si on peut dire, Charlie était déjà là lors du vote oui à Maastricht. Donc c'est Charlie, on découvre un personnage collectif qui existait déjà. Et donc il y avait cette dimension post-religieuse, et puis bien entendu l'appartenance prioritaire aux classes moyennes et à la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure, et la non-appartenance au monde ouvrier, bien sûr. Alors, ça varie selon les régions. Je pense que l'une des imperfections du livre, c'est de ne pas avoir considéré quand même la possibilité de deux nuances dans Charlie. Mais ça, c'est parce que j'ai été trop honnête. C'est-à-dire, à un moment donné, je prends toutes les cartes, et Libération donnait pour la région parisienne 1,5 à 2 millions de manifestants. Hein, et j'ai dit noblement, prenons 2 millions par respect de l'adversaire. Voilà. Mais si vous preniez 2 millions, vous obtenez un taux de manifestation pour Paris qui est très très élevé. Si vous prenez 1,5, vous voyez Paris, la région parisienne, passer tout à fait au-dessous, en termes de niveau de manifestation, des régions catholiques zombies, et de Lyon notamment. Et vous pouvez, si, dans la liste de régression que j'ai faite, on peut faire une estimation
d'après les variables explicatives de ce qu'aurait été le nombre de manifestants. Donc j'avais été troublé par une discussion avec une statisticienne très compétente qui appartient à un autre groupe de rebelles ou de gens qui ne veulent pas d'ennui, qui réfléchissent sur les chiffres, l'essence des chiffres, et un groupe qui s'appelle P-Nombre. J'espère que vous appréciez la subtilité du nom. Et cette personne, qui n'est absolument pas suspecte idéologiquement et dont je suis sûr qu'elle est pour l'Europe, oh merde, c'est enregistré. Et bon, voilà, disait que quand même, les gens de ce groupe avaient eu des doutes sur la taille de la manifestation de Paris. Et effectivement, j'ai dû me laisser impressionner par les visions en gros plan. Mais si on calcule ce qu'aurait dû être le nombre de manifestants à Paris, juste en tenant compte de la composition socio-économique de l'agglomération, c'est-à-dire présence de cadres et absence ou petit nombre d'ouvriers, on aurait dû obtenir 1,3 million de manifestants en l'absence de toute empreinte religieuse. Alors, donc peut-être que si on est comme ça, on peut se dire que dans les régions catholiques zombies, il y a une intensité particulière de la question religieuse, d'une façon ou d'une autre, ou post-religieuse. Et dans ce modèle-là, il y aurait peut-être, je ne vais pas dire oui finalement, la possibilité d'interpréter la manifestation parisienne en termes purs et simples d'égoïsme de classe, en fait. Mais j'hésite à le faire parce que, en fait, les variables d'appartenance à la catégorie cadre et la variable catégorie zombie ne sont pas vraiment indépendantes et d'une façon que ne peut pas complètement évacuer l'analyse statistique. Le grand syndicat des cadres, maintenant, c'est la CFDT, qui est catholique zombie à mort. Vous voyez, donc je ne regrette pas d'avoir galéré sur la région parisienne. Oui, alors les personnes âgées, on ne peut pas, je ne sais pas, c'est pas charler au sens strict parce que l'analyse statistique et cartographique ne permet pas de cibler les personnes âgées. C'est technique, hein, c'est des choses de variance, de population, on n'y arrive pas. Mais donc, les gens ont juste noté, je me suis appuyé sur ce la manif n'était pas particulièrement jeune, pas particulièrement âgée non plus, parce qu'à partir d'un certain âge, on ne manifeste plus. Comme je dis moi-même, même ce qui protège toutes nos sociétés d'événements violents à venir, c'est le taux d'arthrose dans la population. Et je n'attaque personne, je parle de moi. Donc il n'y a pas de problème. Mais donc, à partir de Charlie, j'ai été amené et en ajoutant les personnes âgées, à définir le concept de bloc MAS. Hein. Alors, bloc MAS, c'est le bloc hégémonique qui contrôle la société française. C'est les classes moyennes, les personnes âgées qui ne sont pas forcément aisées, et dont beaucoup ne sont pas du tout privilégiés, mais qui gardent le souvenir de ce qu'était la France de la grande pauvreté, et de l'époque où il n'y avait pas de toilettes, pas de baignoire, pas de retraite, etc., et qui sont quand même du côté du conservatisme et de la stabilité du système social, et en particulier de la stabilité du système de retraite. Hein. Et puis zombie pour l'empreinte catholique. Et là, ça a été pour moi, combiner ces trois variables, je reconnais que j'aurais préféré qu'on dise en français classe moyenne, ce qui m'aurait permis de faire le bloc naze. Mais bon, à mon avis, on l'entend assez bien quand même avec Maz. Et j'ai compris, en fait, dans ce livre, grâce à la manifestation, et en voyant se superposer la carte de la manifestation et la carte du vote oui à Maastricht, c'est des fois quand même assez divers. Dans un cas, on a un projet positif de marche en avant vers l'euro, un monde qui va être merveilleux, comme chacun peut le constater aujourd'hui. Et puis, ce mouvement de frayeur devant une tourbe qui monte de la périphérie reléguée de la société. Il y a le Front National qui est là, qu'il ne faut pas venir. C'est interdit de manif. Hein. Interdit de manif. Donc les ouvriers ne sont pas là. Les gosses, les enfants d'immigrés, en majorité, ne sont pas là, etc. Donc on a les mêmes, finalement, mais sur un mode pessimiste, un peu rance, islamophobe. Et voir la stabilité de ce bloc hégémonique,
ça m'a permis d'échapper à l'illusion du politique, en fait. C'est que moi, depuis des années, je milite pour des politiques économiques raisonnables, dans un effort de conversion des élites à des choses économiques raisonnables et à cibler. C'est vrai que je dis un mal épouvantable du Parti socialiste, mais ça n'est pas dans ce livre, mais c'est pas personnel, si on peut dire. Si, c'est dans ce livre. Oui, c'est dans ce livre, mais en fait, quand même, fondamentalement, pour moi, l'acquis du livre. Non, je suis également très content de ce que je considère comme une exécution idéologique terminale du PS, mais pour moi, c'est plutôt une satisfaction. La véritable innovation théorique, c'est de cibler, plutôt que de cibler l'appareil des partis comme responsable de la paralysie du système social, de cette France qui vit avec 10% de chômage et qui trouve que c'est normal, c'est de cibler plutôt un bloc, une hégémonie socio-culturelle de ces classes moyennes, de ce bloc masse, plutôt que l'appareil des partis. C'est assez différent. Ça permet très bien de comprendre pourquoi il ne se passe rien à chaque élection. Et d'ailleurs, on va voir si se réalise l'hypothèse d'une autre présidentielle avec Sarkozy et Hollande et Marine Le Pen, on va voir les merveilles qu'est capable de produire le bloc Maz, en fait, en termes d'hégémonie. Vous avez l'effondrement de la pratique religieuse dans les années 60. Vous avez une France qui est déséquilibrée, y compris dans sa partie centrale, et qui va sortir, qui a besoin d'un substitut à ses croyances, donc qui va se lancer, en fait, dans des choses toutes sortes de choses idéologiques, la décentralisation, l'Europe et la monnaie unique. Pour les gens qui s'intéressent à l'histoire religieuse, le veau d'or, je dirais, fait partie des possibles de l'effondrement religieux. Donc on fait l'euro, mais ça se passe. Donc il y a certainement du trouble psychologique inconscient, mais il y a un élément d'optimisme fort. De toute façon, l'économie va plus très bien, mais on est encore dans la phase d'enrichissement. Et puis on a l'idée que l'euro va amener dans un paradis terrestre d'ampleur insoupçonnable. Donc on a un bloc masse dominant, hégémonique, qui arrive à imposer sa volonté au pays, mais avec un projet positif. Et puis on a la phase suivante, la phase ultime, et on voit ce qu'on a pu constater dans toutes les années d'avant, et bien avant l'histoire des frères Kouachi et de Koulibaly, c'est-à-dire la diffusion de l'islamophobie dans ce bloc masse, libéré en plus par les événements et la manifestation, ce que j'ai entendu sur ce qui se passait, tout à fait stupéfiant en termes de libération de la parole islamophobe. Mais il faut bien voir que ça décrit, ça permet de sentir une situation où le bloc est toujours hégémonique, mais il devient lui-même inquiet et comment dire, et éprouve une sorte de... Pour moi, je crois que c'est vraiment des manifestations qu'il faut prendre au sérieux. Je dis, c'était pas toute la France, contrairement à ce qu'on continue de dire sottement François Hollande et Manuel Valls. C'était la moitié de la France, même si ça n'est que 4 millions de personnes, qui a éprouvé un besoin incroyable de fusion, en fait, de manifester son unanimité partielle. L'unanimité des sarkozystes, des socialistes oui. Et des mélenchonistes. Voilà, c'est un moment tout à fait extraordinaire de fusion des classes moyennes. Je veux dire, pour un sociologue, c'est un truc juste incroyable. Je veux dire, un grand moment de beauté sociologique. Est-ce qui les réunit, c'est l'inégalité aussi. Non, c'est comme si ces gens disaient... ils ne parlaient pas beaucoup d'égalité, mais non, c'est-à-dire que c'est l'idée, notre République est belle et bonne, les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité sont formidables, mais implicitement, c'est juste pour nous les classes moyennes. Et puis, les ouvriers, relégués dans le fond des départements, pas pour eux. On ne va pas faire la politique économique qui peut sauver leurs enfants. Les enfants d'immigrés, pas pour eux. C'est donc une sorte de république segmentaire et censitaire dans l'esprit. Donc évidemment, c'est complètement absurde. Je veux dire, quand on fait des choses comme ça, dire qu'on est les héritiers de la République française, c'est à péter de rire, en fait. Mais une fois qu'on a compris, quand on a vu, comme ce qu'on avait vu avec le Brinz, la dynamique supérieure des régions catholiques zombies, quand on a vu le développement
massive des classes moyennes par l'éducation supérieure et de la progression, j'en parle aussi dans le bouquin, de sentiments inégalitaires qui vient du développement de l'éducation supérieure, on voit mieux ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il se passe que on continue à parler le vieux langage de la République par habitude, et puis parce que c'est écrit sur les frontons des bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. Mais surtout une fois qu'on a eu la carte, je veux dire, de ces phénomènes d'hégémonie et la trace de l'Église catholique, on se dit, putain, quand même, je veux dire, si maintenant ces régions sont dans le bloc hégémonique, ça, c'est toutes les régions qui ont résisté à la Révolution française, qui ne voulaient pas de la liberté et de l'égalité, qui pensaient en termes de hiérarchie et de déférence sociale. Il y a un truc vraiment bizarre avec ce bouquin, c'est qu'il intéresse énormément à l'étranger. Comme Charlie avait, donc il y a plein de traductions prévues. J'ai vu des gens de la presse, et en particulier des gens des Italiens et des Espagnols. Et donc, il y avait des gens de l'Espresso, un mec très sympa de l'Espresso que je connaissais, puis une dame très sympa aussi de El País. Et alors là, je me suis fait... Ils sont troublés, dans le contexte de l'Europe, actuellement, les Italiens et les Espagnols, parce que comment dire, l'Europe devient une sorte de machine égalitaire incroyable, avec l'Allemagne qui est aux commandes, qui impose aux pays du Sud des politiques d'austérité démentes, et puis la France qui est là en brillant second de l'Allemagne. Alors que les Italiens et les Espagnols, surtout les Italiens d'ailleurs, sont quand même vachement surpris, parce que pour eux, la France, c'était le pays de la liberté et de l'égalité. C'était Napoléon arrivant, enfin Bonaparte plutôt à l'époque, et foutant en l'air la vieille société. C'était quand même le leader, etc. Et donc, ils ne comprennent pas. Donc, je me suis fait un plaisir de leur dire, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. La deuxième France, celle que vous ne connaissez pas aussi bien, la France catholique, hiérarchique, périphérique, celle qui a été anti-dreyfusarde et qui a soutenu le régime de Vichy, est aux commandes. Donc, tout ce qui se passe est normal. Je veux dire, la France dans l'Europe est devenue une escroquerie, je dirais presque d'échelle planétaire. Vous voyez, c'est pas la bonne France qui est aux commandes. Oui, pour moi, c'est le bout du bout en termes d'analyse. Le système français, politique français, est visiblement complètement détraqué. Et moi, je l'avais abordé en fait en travaillant plutôt sur le Front National. Alors, le Front National est à l'extrême droite, il n'y a aucun problème. Ses dirigeants sont tout à fait viennent de l'extrême droite. Et personnellement, je ne crois pas une minute à leur conversion à des bons sentiments, y compris sur la question de l'antisémitisme. C'est difficile à prouver, mais moi, je ne crois pas. Mais l'une des bizarreries qui se manifeste dans l'espace politique français, c'est que le Front National est parti de ses bases géographiques. C'était l'immigration d'origine maghrébine, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une corrélation très élevée entre le vote FN et la présence d'immigrés d'origine maghrébine, surtout collés sur la partie est du territoire national. Et puis, ce qu'on a observé dans les dernières années, ça c'est une chose, c'est un truc que j'avais déjà commencé à voir dans le Destin des immigrés en 1994 et qui s'est confirmé dans le boulot qu'on a fait avec le Braz dans le ministère français. La carte du vote Front National se déplace vers le centre libéral, égalitaire, révolutionnaire du système français, vers la France numéro 1, si on peut dire. Maintenant, la corrélation est à 0,10, c'est-à-dire rien du tout. Bon, il faut voir, il y a deux France. Hein. C'est le truc... il y a deux France. Ce n'est pas la bonne et la mauvaise. Hein. C'est la majoritaire et la minoritaire. Il faut les deux. Donc, il y a la France du bassin parisien et la façade méditerranéenne, tradition individualiste égalitaire, déchristianisation ancienne. Et puis, il y a la périphérie catholique, maintenant zombie. Vous n'avez qu'à remplir tous les trous autour. Je ne vais pas tout répéter. 2 tiers, 1 tiers. Donc la France qui fonctionne, c'est quand le cœur individualiste, égalitaire, bordélique est dominant, l'anarchie, et puis quand même, il y a ce qu'il faut autour de charpentes de gens qui respectent l'ordre et l'autorité pour que ça ne soit pas le foutoir, en simplifiant. Et là, évidemment, le problème qu'on a, c'est que la partie centrale est implosée et les gens d'ordre et de hiérarchie sont aux commandes. C'est moins bien, en fait, c'est moins équilibré comme système. Et donc, très logiquement, dans la partie implosée égalitaire centrale, le vote Front National est en train de s'installer de façon préférentielle. Et donc, j'ai abordé, et donc j'ai beaucoup travaillé sur
le fait que le vote Front National, chez les gens des milieux populaires qui adhèrent, milieux populaires, ce n'est pas simplement les ouvriers, c'est aussi les petits commerçants et artisans de la façade méditerranéenne, je l'analyse plutôt comme une perversion de la tradition révolutionnaire, individualiste. J'en parle un peu dans le livre, la mutation xénophobe, etc. Mais là, dans ce livre, je suis allé de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire, et finalement, c'est le plus important, c'est le début du processus. Et j'ai retracé la véridique histoire de la gauche française. Je sens qu'il va se marrer. On en a parlé avant. De la gauche française depuis les années 60. Et en un certain sens, je voudrais que les paragraphes que je consacre au Parti socialiste soient considérés comme un hommage et une exécution. Vous voyez, il y a du PS. Alors, l'hommage, l'événement, la chose vraiment importante de l'histoire politique de la France des dernières décennies, ça n'est pas l'apparition du Front National qui est une conséquence. Le truc fondamental, c'est, je dirais, la percée du Parti socialiste dans les vieilles terres catholiques. C'est-à-dire, c'est ce qui explique la victoire de Mitterrand en 1981. Ça remonte loin, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et déjà avec le Braz, on faisait du commentaire électoral. Et je me revois ça devait être Antenne 2 à l'époque. Donc je n'aurais pas l'air gâteux si je continue à dire Antenne 2, comme je continue à le faire même maintenant. Mais on voyait déjà que la poussée socialiste, le renouvellement du Parti socialiste, c'était la conquête des électorats catholiques que tout le monde, moi le premier, on interprétait comme la gauche. C'est pas l'inverse, c'est pas le MRP qui investit le PS finalement. En fait, si, ça va être ça. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'est dire, ça y est, la gauche fait la conquête des terres catholiques. Et ce qui apparaît, si on va rapidement au bout du bout, c'est que, en fait, non. C'est-à-dire, comme la conquête du PS, ça a été aussi que les gens les plus dynamiques au PS ont été les gens de la deuxième gauche, qui venaient du catholicisme, à travers le PSU ou des choses comme ça. Ça s'est accompagné d'un effondrement, ou ça allait avec un effondrement du Parti communiste dans la partie centrale. Donc on a eu d'une part des gens venus du catholicisme et qui en étaient sortis, qui prennent le contrôle du PS, un PS qui prend le contrôle de la gauche française, un basculement complet de la gauche. Et je pense que l'erreur, mais c'est notre erreur à tous, ça a été de ne pas voir qu'en fait, c'était les vieilles valeurs de hiérarchie ou d'acceptation de hiérarchie des milieux catholiques qui s'emparaient de la gauche française, qui devenait tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, au final, et au bout du bout, quand on voit la carte, on voit que, effectivement, carte des structures familiales et des traditions religieuses, on voit que la gauche, et maintenant c'est vrai aussi de Mélenchon, c'est plus juste le PS, sont beaucoup plus forts dans les régions qui ont un fond, je dirais, anthropologique de préférence pour l'inégalité. Ce qui est assez troublant. Je dirais que le pire, mais une fois qu'on a dit ça, c'est terrible à dire, mais on comprend tout. On comprend pourquoi le Parti socialiste fait des politiques de droite, pourquoi il trouve que c'est normal de gérer un pays où il y a en permanence 10% de chômeurs, pourquoi c'est normal de laisser subsister de façon différentielle, inégalitaire, un clivage entre, entre la protection du public et la destruction du secteur industriel privé. On voit aussi comment en interne le Parti socialiste est un univers de déférence, en fait. Le Parti socialiste est devenu en interne quelque chose de ridicule. C'est-à-dire que c'est un parti qui accepte de se laisser diriger par des inspecteurs des finances. Quand même. Si, vous voyez, je regardais le dernier congrès. Je veux dire, le PS, c'est pas juste qu'ils ne sont pas révolutionnaires pour la société française, c'est qu'ils sont obéissants en interne. Je ne dis pas que c'est l'Église reconvertie avec une image de gauche. Mais vous voyez, donc c'est vraiment, il y a une hypothèse. Alors, mais je dirais que le plus étonnant, c'est quand on a ce qui a été mentionné là, c'est que symétriquement, le Front National et même le vote sarkozyste tout ça est mesuré de façon sérieuse avec des différentiels et des diagrammes dans le bouquin. Les milieux populaires de Champagne-Ardenne
au deuxième tour de la présidentielle, ont voté en majorité pour Sarkozy. Ouais, c'est quand même on vit dans un drôle de pays. Hein, c'est pas juste le Front National. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle un hommage et une exécution du PS, parce que c'est vraiment admettre que le nouveau Parti socialiste, c'est ça l'axe central de l'histoire de France. Ils sont arrivés au pouvoir. C'est eux qui ont inventé la monnaie unique. Jamais des gens de droite conservatrice n'auraient été aussi créatifs, n'auraient accouché d'un projet idéologique comme ça. C'est de l'idéologie, vraiment, la monnaie unique. Et ils sont... non, c'est vraiment... je remercie François Hollande de m'avoir mené au bout de ma compréhension du catholicisme zombie. J'ai toujours défendu la France comme un pays pour ses taux de mariage mixte, qui restent très élevés quand même si ça stagne un peu, pour ses conceptions égalitaires. Je restais convaincu de ce que la France avait un message particulier. Je notais la résistance, plutôt la montée d'un certain type d'inégalité n'existe pas en France, c'est-à-dire... c'est juste les 1% d'en haut qui se détachent en France. Il n'y a pas de fragmentation globale au niveau des revenus. Mais là, j'ai craqué, en fait. C'est-à-dire, dans le bouquin, j'ai des paragraphes sur la façon dont les classes moyennes ont mis la main sur l'État social à travers la dispensation d'études secondaires ou supérieures gratuites pour leurs enfants. Je fais partie de ces gens, je n'accuse personne en particulier. Et ce qui est spécifique de la France, c'est comme tout le monde, mais en gardant une incroyable bonne conscience. C'est ça qui m'a été tout d'un coup insupportable. Et quand on voit la façon dont la vieille rhétorique est restée, avec ce basculement du rapport de force entre les régions françaises, on peut comprendre comment ce mécanisme de la bonne conscience ou la fausse conscience fonctionne. Mais ce qui me fait penser qu'on est, l'une des choses qui, au-delà de la cartographie moi je suis un peu savant cosinus en fait, je donne l'impression de dire des choses très violentes. Mais en fait, c'est pas que je sois particulièrement violent, c'est que je passe mon temps chez moi dans mes chiffres et puis je sors et je dis mes trucs sans trop m'intéresser à ce qui va se passer. Donc c'est pas une vraie, c'est une violence de scientifique par inadvertance. Mais j'écoute ce qui se dit et l'un des trucs qui m'a vraiment frappé, c'est l'apparition dans le vocabulaire sociopolitique français maintenant, dans des années récentes, d'une revendication d'athéisme. Je veux dire, quand j'étais gamin, les gens ne se baladaient pas partout en disant « Moi, je suis athée, Dieu n'existe pas, j'en suis sûr personnellement. » Hein, je sais pas. Je veux dire, les gens étaient plutôt sceptiques, naviguaient. Il y avait eu des phases comme ça pendant la Révolution française. La revendication d'athéisme est caractéristique d'un état de crise religieuse. Et c'est pour ça que je suis arrivé à distinguer la laïcité traditionnelle de ce que j'appelle le laïcisme radical. Il me vient une idée, parce qu'on est dans une librairie, si vraiment vous voulez lire un beau classique de gauche français sur la question de l'intolérance révolutionnaire et de ces questions, lisez Les Dieux ont soif d'Anatole France. Ou relisez-le, c'est vraiment... parce que ça, c'est écrit, puis ça avait énormément surpris les gens, parce que il était du côté de la Révolution, il a fini proche du Parti communiste, et c'est un livre, je dirais, extrêmement civilisé sur ces questions. Enfin, ce qui est clair, c'est qu'avec le Braz, notre travail cartographique est ancien, c'est une méthode qu'on utilise toujours, et je veux dire, je m'en suis servi là, c'est pas comme un tour de passe-passe, c'est juste les techniques habituelles, parce qu'il faut voir les choses dans l'espace, et ça donne, ce qui est important dans ces techniques cartographiques, il faut bien voir que ça met en décalage beaucoup avec le discours ou le commentaire politique habituel, parce que maintenant, le commentaire politique habituel s'appuie sur le sondage. Vous faites un sondage à l'échelle nationale, vous prenez 1000 personnes,
Ça vous permet de dire des choses sur les distributions globales, sur la répartition socio-économique ou par niveau éducatif de tel ou tel type d'opinion. Ça ne permet aucune analyse spatiale. Parce que quelle que soit la taille du groupe étudié, il vous faut 1000 personnes pour comprendre. Donc si vous voulez refaire un truc sur la Bretagne, il faudrait 1000 personnes pour la Bretagne. Vous voyez, donc quelle que soit, c'est la beauté de la théorie du sondage. Et en fait, le sondage d'opinion a fait exploser deux choses. Il a détruit la science politique française. Il a fait exploser deux choses. La perception de l'espace, qu'on ne peut avoir que par la cartographie de comportements réels. Et puis, il a exclu une notion sociologique fondamentale qui était celle d'inconscient et de motivation inconsciente des gens, puisque le sondage d'opinion, par définition, ne s'adresse qu'à la conscience. Donc les gens, dans les sondages d'opinion, ils disent ce qu'ils n'aiment pas, ils ont un peu tendance à dire qu'ils sont merveilleux, ou essayer de le suggérer. Mais déjà à l'époque de Sarkozy, j'étais l'intellectuel organique des jeunes d'origine musulmane, des jeunes de banlieue. Et ça fait longtemps qu'ils m'aiment bien, et que je suis l'un des mecs. Parce que Sarkozy a été notre premier président islamophobe quand même. Il a beaucoup contribué. Et donc j'allais fièrement à Ce soir ou jamais pour demander sa mise en accusation par l'Assemblée nationale ou des choses équivalentes. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je suis... et en fait, c'est juste normal ce qu'on a fait subir à ces Français. En fait, je pense d'une violence inimaginable. J'ai explosé l'autre jour à Europe numéro 1. J'avais Arlette Chabot, qui essaie de me convaincre que la manifestation du 11 janvier n'avait aucun rapport avec l'islam et qu'elle n'était pas islamophobe, avec les yeux hors de la tête. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai explosé et j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence qu'on a fait subir aux Français d'origine musulmane, un truc équivalent. Et donc, bien entendu, et je suis ravi, mais je dirais, pour moi, c'est juste... c'est ma vie normale, en fait. En fait, ce qui m'a le plus surpris dans les réactions en France, le fait de sortir de cette chape de plomb, c'est pas ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai reçu tout un courrier par email comment dit-on, je veux pas vers la de soutien en fait. Je ne dis pas de soutien et d'agression, car il n'y a pratiquement pas d'agression. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui me haïssent, mais ils ne sont pas suffisamment motivés pour m'insulter par email. Et donc, je reçois quasiment des centaines de trucs de soutien. Et en fait, ce qui m'a frappé très vite, je suis quasiment sur le point d'en faire la sociologie, il y a bien entendu des gens d'origine maghrébine, etc. C'est pas que des noms, que moi j'écris aux gens, ils me répondent, je demande des détails. Bon, ça existe tout à fait. Mais en fait, l'écrasante majorité, c'est pas ça. C'est des jeunes Français diplômés du supérieur. Oui. Et donc, en fait, une partie de la chape de plomb a pesé sur des Français de chez Français, d'origine lointaine. C'est ça qui me surprend le plus. Ça, c'est vraiment très, très étonnant. Et je pense qu'une partie de la violence de la réaction au livre, je veux dire, c'est trop génial. Vous faites un livre dont la première phrase contient quelque chose comme nous savons maintenant que la France, le 11 janvier, a fait un accès d'hystérie. Vous l'écrivez, vous provoquez un autre accès d'hystérie. C'est rare qu'un livre soit sa propre preuve, en fait. Je veux dire, je ne l'attendais pas. Vous voyez, c'est vraiment merci. Merci à tous les journalistes parisiens. Mais comment dire, vraiment, je pense qu'il y a eu... ça a été le flash totalitaire de l'époque, a été un mécanisme assez complexe et différencié. C'est-à-dire qu'il a... Bon, alors d'abord, il y avait une sorte de... Le système parisien central s'était mis en boucle, totalement unanimiste. Et puis, les populations, le bloc masse a réagi, mais en tant que bloc, et ce n'était pas tout le monde. Quand on dit qu'on explique 50% de la variance par une analyse par une régression multiple, bah, ça veut dire qu'on laisse une moitié de liberté humaine et d'autres choses. Et je pense que vraiment, d'après ce que je vois, ce flash totalitaire a pesé sur beaucoup de Français, particulièrement jeunes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a ce phénomène avec la sortie
partie du livre de fissure et d'hystérie. Parce que quand même, je veux dire, c'est vrai que j'en ai pris plein la gueule, mais je ne peux pas me plaindre non plus. Je veux dire, le livre a quand même eu la couverture de l'Observateur, la une de l'IB, la une du Monde. Alors là, j'étais un peu aidé par Manuel Valls, dont je n'avais pas prévu la participation au plan de communication. Et donc, ça veut dire que quand même, je parle pas du Monde, qui est vraiment un journal atroce, hein, on a encore un point d'accord. Voilà. Ah non, non, vraiment, c'est vraiment, bon, c'est vraiment, me lancez pas sur le Monde, hein, parce que c'est vraiment. Mais je m'en fous, l'extrême droite, ils font leur job d'extrême droite. Moi, je veux dire, moi, ce qui est choquant, les gens ont le droit d'être de droite, les gens ont le droit d'être d'extrême droite, les gens ont le droit d'être de droite. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de prétendre qu'on est autre chose que ce qu'on est. Oui, c'est ça mon truc. Alors attendez, mais ça veut dire que dans ces rédactions, à l'Observateur, à l'IB, il y a des gens qui ont lu le livre sur Épreuve, qui l'ont trouvé intéressant, qui en ont parlé. Oui, quand même. Et puis, il y a, je pense que dans la réaction, puis je suis désolé, c'est quand même un livre qui se vend très bien. Je ne peux pas dire que je suis persécuté. Et donc, le mécanisme, le flash totalitaire a pesé sur beaucoup de Français des classes moyennes, particulièrement jeunes diplômés du supérieur. Ça, c'est très intéressant parce que la stabilité du système actuellement vient beaucoup de ce que, jusqu'à très récemment, les jeunes éduqués du supérieur étaient quand même assez conformistes. Hein. Quand on regarde les sondages, des bons européistes, tranquilles, sympas, gentils, je ne dis pas que c'est fini. Mais, et bien entendu, c'est un phénomène d'aliénation, puisque la gestion de l'économie est faite pour les vieux. Quel que soit leur niveau de diplôme, ils vont en prendre plein la gueule ou être payés moins que ce qu'ils devraient. On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, quand les jeunes trouvent que l'euro c'est formidable, que le libre-échange c'est formidable, que voilà, ils sont pris dans un truc d'aliénation. Donc là, j'ai un petit espoir que voilà. Et puis alors, il y a une deuxième chose qui fait que comment dire, ne vous méprenez pas, je suis vraiment content d'être dans mon rôle, je dirais, habituel de défenseur de défenseur des jeunes d'origine musulmane, mais je l'ai dit dans beaucoup d'entretiens, ce qui m'a donné le surcroît d'énergie qui m'a permis de faire ce livre, c'est aussi, ou peut-être surtout, l'admission, la découverte du retour de l'antisémitisme en France, qui est pour moi un truc. On peut être dans une dimension universaliste généreux, et de dire qu'il y a le principe d'égalité, qui dit que les gosses d'origine musulmane ne doivent pas en prendre dans la gueule, de même que les ouvriers français et leurs enfants, français d'origine plus lointaine, ne doivent pas en prendre dans la gueule, mais on est soi-même quelque part dans ce jeu de billard idéologique, etc. Et moi, je suis quelque part... bon, alors, ici, comme on est à Brest, je vais commencer par mon grand-père breton, mais... et puis ensuite, on passe en Angleterre, mais le cœur de ma famille est une famille juive. Et je dois dire que le ressurgissement, l'admission pour moi du retour de l'antisémitisme comme un problème fondamental, le problème fondamental de mon point de vue, il n'y a pas, plutôt l'islamophobie et l'antisémitisme pour moi sont les deux faces d'une même réalité qui s'avance et qui n'est pas très très sympa. Et l'une des choses alors d'abord j'ai admis, parce que j'étais vraiment, je faisais partie vraiment de ces gens qui ne voulait pas voir l'antisémitisme des banlieues, en fait. Il y avait des choses qui étaient écrites. Je dis non, c'est pas possible. C'est rien que des menteries. Mais en fait, j'avais pas été regardé. Et puis j'ai craqué en 3 étapes. Il y a eu l'affaire Mérin à Toulouse, il y a eu l'affaire du musée juif de Bruxelles, et puis il y a eu l'hypercachère. Et donc j'ai simultanément craqué, et puis j'étais choqué aussi de ce que ça ne soit pas le truc central dans les motivations des gens et que les gens s'identifient plutôt à Charlie. Mais pour moi, l'une des choses importantes du livre, c'était de ne pas tomber dans le panneau sur cette histoire d'antisémitisme. C'est vrai que les types qui ont commis ces actes abominables
sont des Français d'origine maghrébine, d'origine musulmane. Non, de Koulibaly, non, c'était bon, enfin bon, musulman. Bon, voilà, je simplifie exagérément là, mais pour moi, l'erreur, c'est de s'arrêter là et de se dire que dans le climat islamophobe actuel, ah ben, une preuve de plus de ce que l'islam est un problème par nature. Quand on a fait de l'histoire religieuse, quand on sait que le Coran dit que la nourriture cachère est licite pour les musulmans, on voit très bien que le genre de rapport, de problème qui pourrait éventuellement exister entre musulmans et juifs sont d'une toute autre nature que ça, et que quand même, je veux dire, c'est des Français, et ça se passe toujours en Europe. C'est-à-dire sur le seul continent, à l'occasion, ce qui est massacrer les juifs par grande masse. Donc j'ai commencé à travailler sur l'interaction de l'islamophobie et de l'antisémitisme, de façon dont l'islamophobie inévitablement nourrit l'antisémitisme. Et donc tout d'un coup, j'ai eu la vision horrible de cette partie de billard. C'est une analyse inachevée. Donc une fois, vous avez votre notion de bloc Maz, hein, bien pensant et qui pense qu'il est merveilleux. Vous avez localisé au cœur du bloc Maz, je dirais, le catholicisme zombie, et c'est-à-dire des milieux qui n'étaient pas particulièrement sympas pour les juifs avant la guerre, puisque l'antisémitisme était dans les classes moyennes catholiques en France. Hein, c'est l'antidreyfusisme, Vichy, tout ça, c'était dans ce monde-là. Et donc vous avez ce monde qui actuellement se pense comme libéré totalement de ce passé malfaisant, et c'est très bien, ça existe, c'est pas au niveau conscient, ça existe, mais qui laisse faire ou qui laisse faire des politiques économiques qui bousillent les ouvriers français, qui jettent d'une façon très très compréhensible les ouvriers d'origine française un peu lointaine ou européenne contre les populations d'origine arabe, et qui finit par jeter les populations d'origine arabe contre les populations juives ou d'origine juive. Vous avez la vision quand même d'une mécanique infernale un peu perverse, qui mérite analyse. Je n'ai fait que commencer dans ce bouquin, parce que c'est très simple, et je dis au stade actuel, on a compris les trucs, c'est écrit maintenant, et alors maintenant c'est très clair que les personnes qui réclament de plus en plus d'islamophobie, c'est dit dans le bouquin, c'est très désagréable pour les musulmans, qu'il faut tout à fait défendre et auxquels il faut foutre la paix, mais ces personnes aussi prennent le risque, non pas de mettre toute la population française en danger, mais de mettre spécifiquement les Français d'origine juive en danger. Donc la situation devient vraiment perverse. Au point où on en est, alors moi je ne crois pas au retour du religieux, d'accord ? Mais pour ceux qui y croient, vous voyez, c'est prédiction conditionnelle, si vous y croyez par exemple, alors préparez-vous maintenant par la grâce de François Hollande et des autres, au fait que pour les jeunes, il n'y a plus qu'une seule religion qui existe, c'est l'islam. Je veux dire, les gosses dans les écoles, qu'est-ce que soit leur origine, ils pensent que le prophète, c'est Mahomet. C'est terminé. C'est-à-dire là, la Maïf Charlie a nettoyé tout ce qui restait de catholicisme, etc. La seule contestation religieuse et fuite dans le religieux, maintenant, c'est l'islam. Pour ce qui concerne l'assimilation, on est dans une situation très particulière. Je crois que le bouquin est assez honnête. Je note, on l'avait déjà fait avec Le Braz, une sorte de stagnation dans l'assimilation. Donc les mariages mixtes restent à un niveau très élevé en France entre populations d'origine musulmane, etc. Mais ça n'augmente plus. Il y a des phénomènes de reconcentration spatiale, etc. Et comment dire, je crois que les seules choses. Alors, j'ai deux scénarios. J'ai un scénario négatif, un scénario positif dans le bouquin. Je parle d'une stratégie de confrontation avec l'islam qui ne peut aboutir qu'à augmenter les tensions, crisper les gens dans leurs identités, fissurer la République. Et je dis très clairement que dans les jeunes générations, les musulmans, ça va être 10% de la population.
Pas plus. Ça va s'arrêter ensuite parce que la fécondité a baissé. Donc il est évident que la France a pu s'autoriser l'expulsion des protestants. Elle a juste perdu un siècle en termes de développement économique. Elle a pu s'autoriser les massacres de la guerre de Vendée, les luttes anticatholiques, aboutissant comme ça à la cristallisation d'une église invulnérable jusqu'à ce qu'on lui foute la paix. L'église qui a disparu est une église à laquelle on avait foutu la paix. Et donc, on n'a plus les moyens de s'aliéner 10% de la jeunesse. Donc une France qui se lance dans une stratégie de confrontation va être une France de merde, en diminution d'influence, fissurée, hargneuse. Les jeunes musulmans doués vont foutre le camp aux États-Unis. Je pense que les gosses d'origine chinoise vont les suivre parce que ça ne va pas être tellement aimable comme société. Et je fais même une hypothèse de défection des provinces périphériques catholiques zombies écœurées par ce monde conflictuel. Donc c'est une stratégie de confrontation. Je propose également une sorte de logique d'apaisement dans lequel je dis on revient à la vraie République, à la vraie laïcité, et on accorde aux musulmans de France ce qui a été accordé à l'Église, en fait. Puisque l'Église de la Troisième République avait sa place. C'est beaucoup moins, parce que l'Église, c'était un tiers du territoire national, avec des élites bourgeoises abondantes, des provinces entières contrôlées. Je veux dire, la force d'un islam accepté au niveau de pratique actuelle, c'est entre le tiers et le 20e de l'importance de l'Église. Donc c'est pas grand-chose. Et dans ce contexte, on accepte de donner du temps au temps, on arrête de s'énerver, on construit à toute vitesse des mosquées pour pouvoir constater enfin qu'elles sont vides. Je suis désolé. Tant qu'on ne construit pas de mosquées, on peut fantasmer sur une pratique religieuse massive de l'islam. Si vous construisez des mosquées, vous allez voir, ça va être comme en Iran. En Iran, elles sont déjà vides, les mosquées. Et puis, on donne du temps au temps. Les choses, bien entendu, la précondition d'un apaisement des tensions, ça ne peut être qu'une politique économique raisonnable. Donc là, je vais avoir l'air d'un obsédé, mais je le dis à la fin parce qu'on me demande, et j'en parle très peu dans le livre, en fait, je présente ça comme une condition. Je veux dire que c'est comme, reprenons l'exemple si enrichissant du nazisme. Donc, vous avez une société allemande qui perd les pédales à un rythme accéléré. Nous, avec la structure d'âge qu'on a, c'est pas aussi dangereux, ça va pas aussi vite. On a la version arthritique de l'extrême droite raciste progressant. Donc, je veux dire, on est quand même protégé par un âge médian du corps électoral de 50 ans. Donc, ça donne de la marge. Mais en Allemagne, vous avez deux choses. Vous avez la perte de croyances religieuses, qui était le truc qu'on n'apprend pas dans les écoles. C'est ça le phénomène fondamental. C'est dans cette période que Nietzsche écrit, en fait. Ou Max Weber, le sociologue de la religion. C'est dans cette Allemagne qui perd la foi. Et c'est ça qui, fondamentalement, détraque mentalement la population allemande. Ouais, attendez, je termine parce que c'est compliqué, je vais m'y perdre. Et puis, alors les gens, ce qu'on trouve dans les manuels, c'est le traumatisme de la guerre de 14. Mais la guerre de 14 avait déjà elle-même, et la montée du nationalisme avait déjà elle-même pas mal à voir avec l'effondrement du protestantisme. Et puis la crise de 29. La crise de 29. Et la crise de 29, c'est la seule chose en fait dont on parle beaucoup. Et il est évident que si on n'avait eu que le désarroi religieux et pas la crise de 29, l'Allemagne n'aurait pas perdu les pédales. Et donc là, c'est un peu comme ça maintenant. C'est clair que l'appareil politique, la République française, ne va pas trouver la solution à nos doutes métaphysiques. Ce n'est pas la fonction des politiques, c'est des trucs de longue durée qu'on ne maîtrise pas. On ne peut que prier en espérant que ça tourne bien avec le temps. Il y a des choses sympas dans la condition humaine. Ce n'est pas désespéré. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est ne pas faire des erreurs de gestion économique qui rendent la vie sur Terre insupportable. Je veux dire, le doute... Je veux dire, quand même, il y a le doute métaphysique avec et sans chômage. Vous voyez ? Je veux dire, le doute métaphysique avec vacances agréables, c'est quand même... Il faut sans sombrer dans un matérialisme... Comment ? Voilà. Je veux dire, on peut arriver à des conceptions contemplatives plus sympas, avec des conditions de vie décentes. C'est pour ça que il ne faut pas toucher à la Sécu, pour cette protection. Le jour où on fout en l'air la Sécu, là,
Je veux dire, cela, on part en freestyle sur le plan idéologique. Hein. Il faut pas. Mais donc en fait, je veux dire, ça a l'air idiot de dire ça, ça a l'air bizarre de dire ça, parce que je démarre en disant non, mais faites attention, ce qui est sérieux, le vrai problème de la France, c'est une crise religieuse. Et je vais terminer en disant tout ce qu'on peut faire, c'est sortir de l'euro. Ce qui est bizarre, en fait, comme truc. Mais la réalité de la machinerie sociale française, c'est que la France produit 30% d'enfants en plus que l'Allemagne, on a une fécondité beaucoup plus élevée. L'insertion dans la zone euro interdit à la France de faire une politique autonome qui permettrait de traiter les intérêts de toute la population. Elle est très responsable du phénomène de segmentation et de division en deux de la société française, avec des classes moyennes supérieures qui commencent à trembler, surtout pour leurs enfants, mais qui survivent et qui profitent de systèmes, et c'est ça qui détruit. Donc la chose qu'on peut faire, en espérant que ça donne du temps, je veux dire, c'est retrouver une autonomie de gestion monétaire. Mais la monnaie, ça n'est pas qu'un truc technique. Je me suis retrouvé sur le plateau de Ce Soir ou Jamais avec Bidard, là, j'arrive jamais à prononcer son pronom, là. Voilà, et donc il était en boucle sur la notion de fraternité. Donc je ne savais plus comment le gérer. Parce que je ne savais pas. Et donc, de désespoir, tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, non, mais oui, je veux dire, c'est le retour au franc qui serait fraternel. Parce que une monnaie, non, mais vous vous rendez pas compte, vivre dans une monnaie, c'est vivre ensemble quand même. Il faut bien se rendre compte que tant qu'on s'obstinera à sauver cette monnaie unique, la dimension religieuse et sacrificielle maintenant, c'est là que le système est en boucle. Je veux dire, hors de Paris, moi je voyais un truc à la télé, vous savez, ces émissions où il y a des mecs qui papotent, des journalistes qui n'ont jamais lu un livre et qui commentent tout. Vous voyez, hein, ces mecs qui... c'est bon. Donc ils sont là, donc ils parlaient de la crise grecque. Hein, donc ils étaient là à dire que les Grecs devaient être plus sérieux, que l'euro, ceci, ça. Mais ce qui était vraiment impressionnant, quand on est... moi, au point où j'en suis, je lis plutôt sur Internet la presse anglo-américaine, et puis il y a toutes sortes de trucs. Et en fait, la planète entière, hors de la zone euro, et du nord de la zone euro, sait que l'euro est un échec total, que ça a complètement foiré. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'était de voir ces types pris dans leur système national, que, je veux dire, ça n'était plus discutable. On était confronté à un problème de croyance quasi religieuse. Donc tout ce qui était concevable, donc on retrouve, vous voyez, derrière cette histoire, on retrouve du religieux. Alors, pour le reste, je dis qu'il faut construire des mosquées, qu'il faut foutre la paix aux musulmans, qu'il faut être fraternel, comme Bidard. On fait ce qu'on peut. Moi, je pense que une rupture sur les conceptions économiques donnerait un choc positif. Le fait de se retrouver entre Français, entre soi, pour régler notre merde ensemble, je pense que ça serait assez créatif. Vous avez le droit de considérer qu'un accès d'émotionnalité est légitime, etc. Et il l'est. Mais moi, j'ai une personnalité de type archaïque. On m'a appris dans la famille que quand on était confronté à de grandes douleurs, il fallait se tenir. Et que la grandeur pour un pays qui produit des atrocités comme le massacre, ça n'est pas de se réunir ensemble pour dire qu'on est formidable, c'est de commencer à réfléchir sur la structuration de la société. Qui a produit cette boue ? Pour moi, c'est l'autocritique, je veux dire, qui est grande. Ce n'est pas le fait de se dire ensemble qu'on est merveilleux. Oui.